Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation qui s'intitule La citoyenneté à l'ère du numérique et l'école là-dedans. On est content que vous soyez là. On vous demanderait, s'il vous plaît, dans le clavardage, de nous écrire d'où vous venez, puis quel est votre mandat cette année. Est-ce que vous enseignez? Est-ce que vous gérez? Est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous... voilà. Il y a des noms connus, je pense. Bienvenue Mélanie, bienvenue Edith. Oui, les gens commencent à rentrer un peu dans la salle, se connectent. On peut leur laisser quelques minutes. Mais en effet, si les gens veulent se présenter, c'est une très bonne manière de mettre un peu de dynamisme. Très bien. Donc, merci à tous d'être présents pour ce troisième bloc de présentation, qui s'intitule Citoyenneté à l'ère du numérique et l'école là-dedans. Nos conférencières aujourd'hui seront Marjorie Paradis et Annie Turbide, toutes deux conseillères pédagogiques au Service national du récit. Donc, je laisse la parole à mes conférencières. Merci beaucoup. Puis oui, effectivement, bienvenue, bonjour. Puis d'entrée de jeu, là, on déroge un petit peu à la formule qui avait peut-être été prévue au niveau des questions puis des interactions. On vous invite vraiment largement à lever la main ou à interagir avec nous via le clavardage tout au long de la présentation puis de la rencontre, plutôt que d'attendre à la toute fin si vous avez des questions ou des choses intéressantes à dire. On trouve que c'est plus naturel, puis des fois de retenir une question jusqu'à la fin, ça peut faire en sorte qu'on l'oublie puis que c'est moins en contexte. Donc, gênez-vous vraiment pas. Si jamais on voit pas tout ce qui se passe dans le clavardage, on essaiera de rattraper. Moi, j'aurai les yeux aussi sur l'ordi. On a une disposition virtuelle, physique, finalement. On est à distance, mais en présence ensemble. Donc, voilà. On vous souhaite la bienvenue et bonjour tout le monde. Merci pour le clavardage. On voit qu'il y a plein d'enseignants, plein de conseillers pédagogiques du récit, des conseillers pédagogiques, des gens de la santé publique. Vraiment, bonjour Québec, parce que comme on est quand même bien représenté de partout. Donc, merci de cette présentation, Marie-Lise. Donc, citoyenneté à l'ère du numérique et l'école là-dedans. C'est l'objet de notre présentation aujourd'hui. On s'inscrivait dans l'axe du symposium là, sur la citoyenneté à l'ère du numérique. Si vous voulez accéder à la présentation, elle est disponible à cette URL-là, donc monurl.ca/site-citrec, où vous avez le code QR si vous l'utilisez dans les 5 prochaines secondes. 4. 3. Non, mais dans le sens où on ne le laissera pas à l'écran tout le temps, mais avec l'URL court que Marjorie va vous placer dans le clavardage, vous pouvez accéder à cette présentation et la réutiliser là, si vous avez besoin dans vos milieux, comme vous voulez. Là, elle est disponible et elle demeurera disponible à cette adresse-là. Donc, je m'appelle Annie Turbide, je suis conseillère pédagogique au service du récit dans le domaine du développement de la personne. Donc, Marjorie va vous expliquer tout de suite après là, quel est notre mandat. Mais pour la petite histoire, je suis enseignante au secondaire en éthique et culture religieuse pendant une quinzaine d'années. Après, j'ai fait 2 ans au ministère à la direction des programmes. En tout cas, formation générale des jeunes. Et ça fait 4 ans maintenant que je suis au récit. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Je laisse Marjorie se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Marjorie Paradis, aussi conseillère pédagogique au sein de cette même équipe. J'ai aussi un historique d'enseignante au secondaire, donc d'éthique et culture religieuse pendant une dizaine d'années. Je dis toujours ici, mais en fait, on est à Saint-Hyacinthe en ce moment, mais de la région de Québec, Centre de service scolaire des découvreurs. Puis aussi enseignante d'univers social. Donc, je disais pendant une dizaine d'années avant d'intégrer cette équipe de CP du récit. Et puis déjà, on peut mentionner ce que c'est le récit pour celles et ceux qui ne sauraient pas exactement de quoi il s'agit. Le récit, c'est un réseau de plus de 300 conseillers, conseillères pédagogiques qui sont dispersés à travers le Québec. Je ne sais pas si tu veux changer peut-être le visuel, Annie, pour que nos participants aient un soutien. Là. Donc, à travers le Québec, il y a tous les centres de services scolaires sont représentés, que ce soit par des conseillers locaux qui sont vraiment, qui agissent de façon vraiment proximale avec les profs, avec les conseillers pédagogiques disciplinaires, que ce soit à travers les services régionaux qui ont un mandat vraiment particulier, comme par exemple celui de la formation générale des adultes,
ou comme nous qui portons des mandats plutôt disciplinaires, donc les services nationaux. Dans notre cas, on porte le mandat lié à l'éthique et culture religieuse, mais également à l'éducation physique et à la santé, puis à l'éducation à la sexualité, puisque c'est vraiment, ça s'inscrit dans le domaine du développement de la personne. Mais depuis 4 ans, un petit peu plus que 4 ans, en fait, on porte aussi à bout de bras un mandat qui est relatif au développement de la citoyenneté à l'ère du numérique chez les jeunes dans le réseau scolaire. Puis c'est vraiment comme avec ce chapeau-là, à travers ce mandat-là qu'on vous entretient aujourd'hui puis qu'on vous présentera ces propos. Je tiens juste à faire un petit mot pour remercier les personnes qui ont la caméra ouverte. Vous faites vraiment ce que vous voulez. On est full à l'aise avec ça, mais c'est toujours le fun d'avoir vos rétroactions non verbales. Fait que merci, c'est apprécié, sachez-le. Donc, nos intentions aujourd'hui se divisent en 3 parties. Donc, premièrement, faire un petit historique de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, d'où on est parti, où on est rendu. Ensuite, OK, super, mais mettons concrètement, là, c'est quoi un citoyen à l'ère du numérique? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et au printemps aussi, là. Et finalement, la CITNUM à l'école, ben, quelles actions privilégiées? C'est ça le titre de la présentation. Donc, et l'école là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant? On va essayer de relier ça à des éléments le plus concrets possible. Mais sachez que vers la fin, on va vous proposer des ressources. Donc, ne vous découragez pas si vous dites, mon Dieu, j'aimerais savoir des ressources. Ça va venir assurément vers la fin de l'atelier. Donc, on commence tout de suite avec la petite histoire d'un grand besoin. La citoyenneté à l'ère du numérique, en fait, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans le sens où les enjeux qui sont mis de l'avant par l'ère du numérique sont multiples. Je sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez parlé d'une de ces choses-là. Moi, je pense que c'est ce matin. On a parlé de désinformation. Hier, on a parlé de temps d'écran. Les jeunes, il y a quelqu'un qui m'a dit hey, les jeunes sont vraiment souvent sur leur téléphone. Donc, ça fait partie de nous au quotidien. Je ne sais pas vous, mais peut-être que c'est notre bulle de filtre qui parle, mais ce sont quand même des enjeux qui sont un peu partout. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux hier, mais il y a une première chanson créée par l'intelligence artificielle, par un internaute. Évidemment, l'intelligence elle a besoin d'avoir des requêtes. Mais donc, il a créé une chanson inédite là, qui est chantée avec la voix de Drake à la manière de The Weeknd. Donc, ça pose quand même des questions de droit au son. Là, ça, c'est pas le droit à l'image. Fait que, bref, l'ère du numérique nous présente une panoplie d'enjeux qui méritent finalement notre attention parce qu'ils ont déjà celle de nos jeunes. Oui, puis une des particularités du numérique puis des technologies, c'est d'être omniprésente dans nos vies, dans nos mains, dans nos poches. Donc, on s'en sert pour de plus en plus de tâches finalement. Et puis ça, cette omniprésence-là finalement de ces différents médias, de ces différentes technologies-là, de par les enjeux dont Annie vous a parlé, puis la grandeur de ces enjeux-là, ça vient alimenter ce qu'on appelle les paniques morales. Une panique morale qui se définit, entre autres, on peut le lire là, dans le rapport sur le temps d'écran qui a été rédigé par le Conseil supérieur de l'éducation, qui se définit comme un sentiment de panique, d'inquiétude ou d'anxiété qui est généralisé, donc à l'échelle d'une société, et puis qui peut être disproportionné par rapport au risque réel que porte quelque chose. Puis ça, c'est pas nouveau, les paniques morales, puis c'est pas quelque chose qui est propre à l'ère du numérique, c'est un phénomène social qu'on a pu observer à plusieurs reprises à travers l'histoire. Ici, vous en avez un exemple qui est assez parlant concernant l'émergence des romans en Angleterre, mais on pourrait avoir la même lecture par rapport à l'arrivée des bandes dessinées, des jeux vidéo, de la télévision, de la radio, etc. Comme quoi, on a peur pour notre jeunesse, on a peur que ces nouveaux médias-là ou ces nouvelles technologies-là viennent altérer nos liens sociaux et interpersonnels. On a peur que ça nous détourne de nos responsabilités, que ça vienne altérer le noyau familial. Bon, vous voyez ce genre de danger-là. Et puis donc, au nom de la protection des jeunes, puis de cette influence
l'influence présumée néfaste-là de ces médias, ben, on va avoir tendance à comme un peu se refermer puis à alimenter cette panique morale-là. On mentionne quand même qu'on parle de ça vraiment pas de façon à le juger, à juger ce phénomène ou ce regard qu'on peut porter sur les paniques morales et surtout pas de façon condescendante en osant dire que finalement, c'est pas si grave que ça. C'est vraiment pas ça le point parce que au contraire, c'est très humain de répondre à une crainte, puis surtout quand il est question de nos jeunes, hein, évidemment, on souhaite quoi? On souhaite leur sécurité, ultimement, on souhaite leur protection et tout ça. Donc, c'est vraiment un instinctif, c'est vraiment un réflexe de venir essayer de mettre en place le plus efficacement possible des moyens pour essayer de les protéger. Ceci étant dit, il y a quand même lieu de se questionner si les moyens auxquels on pense rapidement puis naturellement, si c'est eux qui sont les plus gagnants puis qui sont les plus pérennes également. On en a des exemples ici. Vous voyez à l'écran, durant les années 2000, là, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises sur pied, beaucoup dans le monde anglo-saxon. On en voit un exemple avec Google là, qui a essayé de déterminer quels étaient ou de circonscrire quels étaient les comportements adéquats à adopter pour être un digital citizen finalement, là, pour devenir un bon citoyen numérique. Qu'est-ce qu'on doit faire? On voit dans la deuxième image le Be Internet Awesome. Donc, quoi faire, quoi pas faire, quels sont les comportements adoptés. Des fois, ça prend même la forme de commandement. Bien souvent, ça prend la forme d'interdiction également. Donc, tout ça, c'est vraiment caractéristique là, finalement de ces dernières années-là puis des initiatives qu'on a vues émerger, entre autres aussi dans nos écoles. Mais il y a lieu de se demander si, bien qu'elles soient louables et positives, il y a quand même lieu de se demander si elles contribuent réellement à comme développer une autonomie chez les jeunes, puis à développer une empathie, une capacité à la pensée critique également devant des situations. Donc, est-ce qu'on l'amène vraiment à réfléchir ou on lui dit plutôt quoi faire? Et puis, donc, les retombées réelles, finalement, de ce genre d'initiative-là, on a été amené à en douter, finalement, à travers le temps. Puis, c'est pourquoi, même si ce sont des jalons importants, essentiels pour le développement d'une citoyenneté à l'ère du numérique, il y a lieu de se demander si on ne peut pas faire comme un petit pas de plus. Puis, c'est un peu ça qu'on veut vous proposer là aujourd'hui. Donc, vous voyez sur le côté à gauche de l'écran, année 2010, on se transporte maintenant en 2018. Donc, au Québec, on est en préparation de la compétence, de la publication du plan d'action numérique. Et donc, on se demande, c'est quoi l'état de la situation? Parce que ce qu'on vous a présenté précédemment, c'était vraiment, comme elle le disait, ça provient du monde anglo-saxon. Ça a été basé beaucoup sur les travaux d'un gars qui s'appelle Mike Ribble. Mais donc, qu'en était-il au Québec? C'est quoi l'état de la situation? Qu'est-ce qu'on faisait dans les écoles? Alors, notre collègue Benoît Petit a été mandaté par le ministère de documenter ça, donc de faire un état de situation, un portrait. Et ce qu'il mettait de l'avant, finalement, c'est que bien que toutes ces initiatives étaient nécessaires, étaient un pas de plus, comment on pouvait aller plus loin? Et ce qu'il a mis de l'avant, c'est que quand il est question de baliser les comportements humains, c'est la capacité à réfléchir puis à prendre de la distance par rapport à des problématiques qui vont s'avérer les plus pérennes. Dans le sens, ce que ça voulait dire, c'est que finalement, quand on est dans un milieu qui est normé, comme l'école, comme ma maison, comme le bureau ici, il y a des règles qui sont mises en place. Sauf que le numérique va dépasser largement ces milieux normés et donc de développer la pensée critique, de développer des capacités socio-affectives de nos élèves, avait plus de chances de suivre une fois que la cloche était sonnée. Genre. Qu'est-ce que ça a amené? Dans le fond, le dépôt de ce rapport-là est venu avec une nouvelle approche. Donc, premièrement, on va se distancier du libellé citoyenneté numérique pour aller vers citoyenneté à l'ère du numérique. Le but, c'était pas de compliquer des choses ou de rajouter des mots pour dire qu'on était meilleur que les autres, mais ça illustre vraiment un principe. Dans le libellé citoyenneté numérique, on dirait qu'il y a une citoyenneté qui est numérique et donc par corollaire, qu'il y en a une qui ne serait pas numérique. Fait que quand je suis devant l'écran, je suis quelqu'un. Quand je vais voter, je suis un peu quelqu'un d'autre, où ça implique des paramètres différents. Et pourtant, on le sait tous que il y a des conséquences à nos actions, qu'on soit en ligne ou qu'on soit à l'extérieur, que vraiment, ce serait
faire fausse route que de séparer les deux mondes, puisque la citoyenneté, elle est partout. Donc, le choix du libellé ère du numérique, c'est pour dire que cette citoyenneté-là, elle s'actualise partout, qu'on soit en train de payer un compte en ligne ou qu'on soit en ligne à la caisse pour payer un compte. Avez-vous vu le jeu de mots? Bref. Et tout ça, c'est de l'improvisation. Donc, ça pour dire que cette citoyenneté-là, elle s'actualise dans toutes les sphères de la vie. Et donc, c'est de là le choix, citoyenneté à l'ère du numérique. Ensuite, c'est venu avec une posture, justement, qui voulait essayer de se distancier de « fais ce que dois et tu devrais faire ça et pas ça », pour aller vers une posture qui est moins moralisante, qui va plus amener la réflexion que des grandes règles très précises qu'on voudrait pérennes. Et donc, dans le but, finalement, de développer l'autonomie des jeunes. Puis là, ben, c'est le mot qui est là, c'est pas autonomie, c'est autonomisation. C'est la francisation bien humble que nous avons fait du mot « empowerment ». Donc, développer le pouvoir d'agir et de réfléchir, finalement, des jeunes. Donc, c'est l'approche là qui est venue avec, qui était mise de l'avant dans le rapport de notre collègue Benoît. Donc, on continue la ligne du temps. Oui. Avant de changer de visuel, c'est juste un petit, on aime placer les choses d'entrée de jeu avant d'aller plus loin. Dans cette approche-là qu'Annie vous a présentée, on aime dire que ça ne signifie pas qu'on prône l'absence de règles ou que nos écoles, nos classes, nos maisons vont devenir des lieux exempts de normes ou justement de règles à respecter, etc., puis de codes dont on va se doter. C'est vraiment pas ça du tout la proposition. La proposition, c'est surtout que l'élaboration des règles dont on va se doter pour, par exemple, encadrer l'utilisation des appareils ou l'utilisation du numérique, bien, c'est qu'elle soit au service d'une visée éducative du jeune et non pas juste pour répondre à notre besoin, nous, de gérer une situation rapidement puis efficacement. Donc, c'est vraiment de mettre l'élaboration des règles au service du développement de l'autonomie de l'élève, qui soit mis de la partie, finalement, dans tous ces processus-là, qui puisse y réfléchir et puis qu'au final, qui puisse ressentir une responsabilisation grandie finalement par rapport à ces règles-là ou à ces comportements, par exemple, qui seraient adéquats ou pas dans tel ou tel contexte. Là. Donc, c'est que soit en mesure de pouvoir y réfléchir, mais pas juste d'avoir sur un plateau d'argent finalement les bonnes conduites ou les mauvaises conduites. Oui, puis le pari, c'est que quand on est impliqué dans l'élaboration d'un cadre, ben on soit plus à même d'en comprendre le sens et donc d'y adhérer. Ouais. Et que cette pérennité-là, donc quand je sors de la classe, si j'ai réfléchi à quelque chose auquel j'adhère, bien, il y a plus de chances que ça me suive par la suite, puis que j'y crois, puis que, là, je vais pas aller plus loin, que je le promouvoie, que je fasse des pancartes, ben non. Donc, plan d'action numérique 2018 qui nous dit que le système éducatif du Québec doit remplir son rôle d'accompagnement dans le développement des personnes en intégrant ces outils, donc les outils numériques, puis en amenant les apprenants et les apprenantes à s'imprégner des possibilités et surtout des enjeux du numérique. Donc, l'usage du numérique devrait, dès l'école primaire, être orienté par des préoccupations pédagogiques d'abord. Fait qu'on voit vraiment clairement l'orientation du ministère par rapport à la machine ou la pédagogie, mais pédagogique et sociale de développement de citoyenneté. Alors, ce qu'on place là, c'est les jalons pour dire que la citoyenneté à l'ère du numérique, c'est comme le cœur. Et quand on regarde la compétence numérique, la façon dont elle a été publiée, ces dimensions sont organisées autour de deux cercles centraux. Donc, d'une part, développer ses habiletés technologiques, être capable d'utiliser la machine, c'est une forme de littératie, et agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, qui est au cœur, finalement, de cette compétence numérique. Moi, j'essaie de le voir vraiment comme un entonnoir, comme une passoire. Vous allez mieux comprendre avec le prochain exemple, parce qu'on s'est vraiment posé la question, hey, citoyen éthique. Imaginez deux profs d'éthique, on voit cette compétence-là atterrir, puis on se dit, hein, il y a le mot éthique dans le cœur. Bref, on avait un petit moment. On a eu un petit moment. De fierté. Oui, vraiment. Donc, pourquoi au cœur? Voici une explication que je trouvais qui faisait sens, qu'on voulait vous partager. Donc, c'est François Tadei dans Apprendre au 21e siècle. Lui, il nous dit « Je me souviens d'un jeu découvert grâce à Games for Change dans lequel l'objectif était d'optimiser le fonctionnement d'un réseau ferré.
À la fin, lorsqu'on y arrivait, on recevait ce message glaçant. Bravo, vous avez réussi à faire en sorte que les gens arrivent plus vite à Auschwitz. Puis là, après ça, il dit, il y a peu de façons aussi saisissantes et inoubliables de vous apprendre que la réflexion sur les finalités et les conséquences de ce que l'on entreprend doit précéder l'action. Là, c'est le bout poésie. Que la technique sans éthique n'est que ruine de l'âme. Moi, je trouvais ça hautement intéressant parce que, dans le fond, lui, c'était plus orienté sur les sciences que sur le numérique. Mais dans le fond, toute découverte scientifique, qu'elle soit en lien avec la bioéthique, qu'est-ce qu'on peut faire avec les cellules souches, ou qu'elle soit en lien avec le numérique, bien, clairement, cette réflexion éthique-là de citoyen sur les impacts de ce que je fais devrait précéder l'action. Donc, c'est un peu comme ça qu'on explique le cœur, finalement, ou qu'on essaie de voir pourquoi en son cœur. Tout ça, donc on est en 2018, on roule notre boss, on fait en sorte que ce modèle-là, finalement, on essaie de l'expliquer, tout ça, d'en expliquer la pertinence. Et puis en 2020, ben, se passent les années, les moments, ouais, c'est ça que vous connaissez. Donc, c'était le début d'une pandémie et puis de 2 années au cours desquelles on a dû, comme milieu de l'éducation, entre autres, mais dans toutes les autres sphères également, on a dû se réorganiser assez rapidement, faire preuve de créativité vraiment de manière réactive pour essayer de poursuivre nos activités, de pallier à certaines choses. Et puis donc, le numérique, les technologies sont devenues une espèce de, ben, je vais dire une béquille, mais sont devenues porteurs de possibilités. Puis c'est devenu incontournable finalement de les faire entrer dans nos classes, dans nos équipes écoles pour conserver les communications, les liens entre les personnes, pour conserver une forme d'éducation aussi des jeunes. Et donc, à ce moment-là, que l'on soit technophile et donc adepte déjà des technologies ou qu'on ne soit pas du tout, ben, à partir de mars 2020, finalement, ben, on a tous eu le nez dedans un peu, puis on a dû s'en remettre aux technologies qui sont devenues des outils quand même sensationnels finalement pour pallier à tout ça. Par contre, le revers de cette médaille-là, c'est que c'est venu avec, vous le savez, peut-être le ressentez-vous déjà, mais c'est venu avec son lot d'enjeux et de défis extrêmement grands qui étaient déjà comme exacerbé par l'ère du numérique, qui était déjà bien présent, mais là, avec ce contexte de pandémie qui a été tellement particulier à plein de niveaux, au niveau des communications, au niveau médiatique, de l'utilisation des écrans puis des technologies aussi, bien, tous ces enjeux-là ont comme été vraiment augmentés, puis on a dû tout à coup redéfinir comme tous les critères avec lesquels on observait ce genre de phénomène-là, puis ces défis-là. Puis je pense que le meilleur exemple, c'est celui du temps d'écran, étant donné que le temps d'écran, c'était quelque chose qui nous intéressait pré-pandémie, là, même que, pour être très concret, là, juste avant que tout s'arrête. Là, le 12 mars 2020. 12 mars 2020, et puis c'est même pas anecdotique. On était en train d'essayer de produire un texte sur le temps d'écran pour essayer de voir comment on pourrait essayer d'avoir en tête des critères ou avoir en tête des moyens pour réfléchir aux usages des écrans, donc que font les jeunes des écrans. Et puis là, tout à coup, il arrive... Vers 2h30. Oui, c'est ça. vers 2h30, tout ça a pris un petit peu le bas, puis pas qu'on était complètement... champ gauche, vraiment pas, sauf qu'on dirait que les 2 années qui ont suivi sont venues vraiment redéfinir tout ça, puisque là, tout à coup, les écrans sont devenus omniprésents, on en avait besoin au quotidien pour parler avec nos proches, on en avait besoin. Donc là, désormais, parler de temps d'écran, ça devenait un petit peu superficiel dans le sens où c'est pas, ça devenait pas ça peut-être le cœur de l'enjeu des questionnements, tant que de réfléchir aux divers usages que l'on fait des écrans, pour quelles raisons on les utilise, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'il mousse la créativité ou pas, bon, etc. Donc, ça nous a comme un peu obligés à se repositionner par rapport à ce genre d'enjeu-là. Là, ajouter quelque chose. Ben oui, pour la petite histoire, je regardais des chiffres, j'ai comme une passion chiffres dernièrement. Puis au Canada, sur le temps passé sur Internet, la source, c'est We Are Social, si vous voulez aller voir. Il disait que, il mesure le temps passé sur Internet de façon mensuelle, mais donc, on a sur le tableau que j'ai en tête 2019, 2023. Et
il y a eu une augmentation en 2020, 21, 22 de notre temps passé sur Internet. Mais en 2023, actuellement, les chiffres de mars fait qu'on est revenu au même temps passé qu'en 2019. Fait qu'il y a comme une redescente là, vers nos usages de 2019 en termes de temps. Fait que c'était vraiment une parenthèse là, dans cette présentation. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Et donc, les enjeux qu'on vient de vous présenter là, brièvement, bien, ça nous a mis aussi devant la nécessité vraiment pressante de s'intéresser aux aptitudes socio-affectives et également au développement de la pensée critique chez les jeunes. Et donc, non seulement d'y penser, mais aussi d'essayer de mettre en place des moyens, des dispositifs dans nos écoles pour justement donner une forme d'éducation aux jeunes, puis donner des ressources également là, à nos profs, à nos équipes écoles pour s'assurer de venir développer ces aptitudes socio-affectives-là tellement importantes puis qui parfois peuvent être lacunaires là, au niveau des interactions en ligne. Puis au niveau de la pensée critique aussi, là, apprendre à, par exemple, quand on parle d'éducation aux médias, c'est bien certain que c'est très présent, mais pour plein d'enjeux aussi. Donc, c'est deux volets finalement qui nous sont apparus comme des incontournables en lien avec cette pandémie-là. Et puis, ben, il y a une panoplie d'initiatives aussi là, qui ont été mises sur pied, entre autres par nous, mais aussi par d'autres collègues pour essayer de le faire. Fait que dans le fond, là, pendant la pandémie, ça s'est mis à sauter partout. Vous le savez, vous étiez là. Qu'est-ce qu'on fait? Là? Ils font ça dans le clavardage. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il se passe ça. Ils ont pris possession de l'écran. Non. Et donc, nous, ce qu'on avait comme répercussion, c'est, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, on n'avait pas beaucoup de plasteurs parce que c'est vraiment une solution éducative. Et donc, ça, c'est du long terme. Fait que là, avec ce contexte-là, qui n'était pas souhaitable, là, ni souhaité, inquiétez-vous pas. Mais par contre, ça a mis la table sur le fait que maintenant, la citoyenneté à l'ère du numérique, c'est un peu devenu l'affaire de tout le monde. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est que je le répète, là, sauf que peu importe si on était où on se positionnait sur le spectre d'amour des technologies, là, dans le sens où c'est pas ça qui était important. Je veux dire, ces enjeux-là, ils nous concernent tous, puis ils doivent tous nous préoccuper aussi, là, dans le fond. Fait que c'est ça l'histoire, puis là, on est là aujourd'hui, en 2023. Et concrètement, ben, à quoi ça ressemble un citoyen à l'ère du numérique? Oui, en gros, un citoyen à l'ère du numérique, ça ressemble ni plus ni moins à ça ou à toute autre image connexe, au sens où, dès leur je vais dire très jeune âge, là, mais possiblement que ça dépend des foyers, ça dépend des écoles, etc. Mais à un très jeune âge, les jeunes québécois peuvent se retrouver avec des appareils entre les mains, que ce soit tablette ou un téléphone portable, un ordinateur. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que dans un cadre formel, donc que ce soit dans nos salles de classe, dans nos maisons, dans nos écoles, c'est assez aisé de venir appliquer ou de faire respecter un certain cadre de règles, puis de faire adopter certains comportements. Là, je dis aisé et facile en gros guillemets parce que je sais que c'est pas nécessairement aisé et facile. Sauf que ce qu'on sait, c'est que dès que cet enfant-là va sortir des murs de la classe ou sortir de la maison, potentiellement qu'il va continuer d'utiliser son appareil, potentiellement qu'il va continuer d'utiliser sa tablette sur les jeux vidéo, entre autres. Et puis, au quotidien, nous, on les appelle les petits dilemmes numériques quotidiens. Il va être appelé à prendre des petites ou moyennes décisions qui peuvent ressembler à celles que vous voyez à l'écran. Donc, est-ce que je clique là-dessus ou pas? Est-ce que je devrais ou pas commenter cette publication-là? Qu'est-ce que je fais depuis aussi longtemps sur mon téléphone cellulaire? Depuis quand je suis en train de jouer aux jeux vidéo? Est-ce que je devrais changer mon mot de passe ou pas? Pourquoi j'activerais ma géolocalisation? Ça, on s'y intéresse beaucoup ces temps-ci dans les activités qu'on développe. Donc, tout ça, ce sont des petites situations qui petites et pas si petites que ça finalement, mais qui placent au quotidien les jeunes, les moins jeunes, les adultes, donc qui placent tout le monde dans une situation de choix, dans une situation de potentielle action où il doit, on l'espère, c'est ce qu'on veut, où il doit être en mesure de développer donc une réflexion puis une espèce d'esprit critique pour faire un choix de manière totalement consciente finalement des enjeux et tout ça que ça peut impliquer. Et puis tout ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est sans parler de cette nouvelle bébite qui a fait son entrée là, dans
partout finalement, dans nos écoles, dans nos maisons. Est-ce que j'utilise ou pas une technologie d'intelligence artificielle pour, par exemple, générer un texte, générer un devoir, valider certaines affaires? Donc, ça aussi, c'est un bon exemple de choix ou de dilemme qui se présente possiblement déjà chez les élèves et puis qui va prendre, il y a fort à parier, de plus en plus de place finalement dans leur réflexion. Parfois, on dit qu'à l'école, on est là pour les préparer à devenir des citoyens, mais ce qu'on souhaitait mettre de l'avant avec ces questions-là, c'est que dans le fond, les jeunes sont d'ores et déjà des citoyens. Pourquoi? Ben parce que les actions qu'on vient de vous présenter, ont un impact sur autrui. C'est-à-dire que le jeune, quand il décide de publier une photo ou pas, de taguer des gens sur cette photo-là, s'il décide d'activer sa géolocalisation, bien, tout ça, ça a un impact sur autrui. On associe souvent la citoyenneté au fait d'aller voter ou d'obtenir un permis de conduire, d'avoir le droit de consommer. Mais en même temps, bien, cette citoyenneté-là, elle s'actualise de plein de façons, entre autres, de par l'impact que j'ai sur les autres. Donc, je peux partager des nouvelles ou pas, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on met de l'avant le fait que nos jeunes sont peut-être des petits citoyens, mais ils ont déjà des choix à faire. Et donc, comme milieu scolaire, ben notre mandat, n'étant pas en marge de la société et ayant des citoyens dans nos classes, ça demeure de les accompagner là-dedans, dans le développement au quotidien de cette citoyenneté-là. Et en plus, ben, on a un milieu... On a le contexte parfait, on les a avec nous. Des fois, on se fait demander, mais est-ce que vous faites des choses pour les parents? Qu'est-ce qui arrive avec les adultes? Ben non, pour l'instant, nous, dans nos initiatives, on se concentre vraiment sur le réseau scolaire, mais c'est super parce que le réseau scolaire est un contexte pour développer cette citoyenneté-là. Fait que qu'est-ce qui fait le citoyen à l'ère du numérique? Ben, et comment on fait pour développer cette autonomie-là? Mais c'est en facilitant le développement de routines et de réflexes qui vont mettre en place finalement des processus mentaux par rapport à des dilemmes comme Marjorie vous a présenté. Donc, d'une part, être capable de prendre un temps d'arrêt. Puis à l'école, ben c'est ça qu'on est, hein? On arrête un peu le temps, puis on dit, bon, ben là, on va apprendre quelque chose de bien spécifique. On va se plonger, on va porter notre attention sur le groupe du nom ou sur un enjeu du numérique ou sur un enjeu du numérique à travers le groupe du nom. Bref, interdisciplinarité, ouverture. Donc, prendre un temps d'arrêt, c'est prendre un petit respire, prendre un temps de recul, justement, pour se positionner sur différents enjeux. Vous savez quoi? Il y a 2 semaines, quand on a vu que les chercheurs en intelligence artificielle ont demandé eux-mêmes un moratoire sur leurs propres travaux pour dire là, ça va un peu vite, ce qu'on fait en intelligence artificielle, on aurait besoin d'un petit temps d'arrêt. Et nous, on se tapait ses coudes de main, on était comme, c'est temps d'arrêt. Voilà, c'est ça la clé. Donc, là, on fait des liens, là, on ne s'approprie pas ça, là, mais un petit temps d'arrêt. Pourquoi? Pour permettre une réflexion. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps d'arrêt-là? Bien, voici ce qu'on propose comme routine. Oui, moi, j'aime vraiment ce mot-là, routine, parce que c'est pas, vous remarquez hein, que c'est un modèle, on va l'appeler un modèle, qui est vraiment pas linéaire, dans le sens où c'est pas une première étape, une deuxième et une troisième. Au contraire, ça se veut vraiment comme 3 sphères, si on veut, ou 3 axes à développer au niveau de notre pensée qui, ensemble, vont faire un tout puis vont nous permettre de sans cesse se repositionner, continuer de penser, continuer de réfléchir puis continuer d'être en mode solution sur des situations, des enjeux, des phénomènes qui se présentent. OK? Donc, on va faire le tour un petit peu de ces 3 bulles-là ensemble. La première étant d'être conscient. Ceci n'est pas une proposition ésotérique de pleine conscience ou quoi que ce soit. C'est vraiment tu as parlé de temps d'arrêt, hein, Annie, c'est vraiment le fait d'être capable de, au moment de ce temps d'arrêt-là, de prendre notre pouls, finalement, des différentes choses qui nous habitent par rapport à, justement, une situation X, Y, Z, une problématique ou un enjeu qui se présente. Et puis, ben, ça passe d'abord par la capacité à reconnaître les réactions ou les émotions qui m'habitent par rapport à un phénomène ou par rapport à un contenu. Hein. C'est beaucoup présent quand on pense à l'éducation, aux médias. Si, par exemple, il y a un contenu ou une nouvelle qui suscite en moi des émotions
très fortes, comme par exemple le dégoût, la frustration, la colère ou une très grande surprise, il y a beaucoup d'experts qui ont démontré que ces contenus-là qui suscitaient de grandes émotions très fortes, souvent c'était des contenus qui étaient un peu plus douteux, qui avaient été créés justement pour leur potentiel viral, puis qui souhaitaient justement aller titiller ce genre d'émotions fortes-là chez les gens. Donc, c'est ce qui nous amène à dire que si on réagit fortement ou qu'on a de grandes émotions par rapport à un contenu en ligne, peut-être qu'il y a lieu de l'utiliser comme étant un signal d'alerte ou un point de vigilance à y avoir par rapport à un sujet là, ou à un phénomène. Donc, ça, c'est déjà comme un premier jalon dans cette capacité puis dans cette prise de conscience-là de ce qui nous habite. Ça peut être intéressant aussi reconnaître les émotions que ça me provoque. C'est prendre le temps aussi d'écouter la petite voix qui lance des drapeaux rouges. Ce petit moment où je suis un peu inconfortable, mais des fois, on se dépêche à faire les choses, puis on voit pas l'inconfort, puis on passe par-dessus. Mais s'habituer à prendre le temps de dire, voyons, il me semble que je suis pas si à l'aise que ça. C'est aussi se donner le temps d'écouter cette petite voix qui nous lance des red flags, qui peut nous avertir de situations qui sont potentiellement pas le fun pour nous. Donc, voilà. Oui, mais potentiellement pas le fun. Puis aussi, ça me rappelle dans un autre cadre, on parle de polarisation des idées, puis on dit souvent que l'immédiateté dans laquelle on se retrouve sur les plateformes de médias sociaux, entre autres, l'immédiateté, c'est comme un facteur de discorde, c'est un facteur de choses pas nécessairement le fun à remarquer en termes d'interaction entre les personnes. Et donc, de prendre ce temps-là pour reconnaître, comme tu le dis, là, comment on se sent, ou dire, même si je suis fâchée par rapport à un commentaire, peut-être qu'avant de publier, je peux peut-être juste faire le tour de ce qui m'habite là, par rapport à ce sujet-là. Donc, ça, c'était une chose dont on peut prendre conscience. La deuxième des choses, c'est notre niveau de compréhension ou de connaissance par rapport à un enjeu. J'utilise cet exemple-là parce qu'il est comme ultra récent, mais l'exemple de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, on peut en discuter, on peut émettre des points de vue, sauf que il y a très certainement des connaissances et au niveau des fonctionnements, par exemple, de l'intelligence artificielle, le fonctionnement des algorithmes, comment tout ça est exercé, ça peut être quoi les impacts dans tel ou tel domaine. Donc, il y a un certain lot de connaissances dont on a besoin pour comme avoir la tête, être bien au clair finalement avec tel ou tel enjeu pour pouvoir finalement en discuter par la suite. Puis, être dans la conscience, c'est donc aussi accepter qu'on a des angles morts puis qu'il y a peut-être des moments où on a besoin de justement aller à la recherche de ces informations-là, aller s'informer sur un sujet pour essayer de l'approfondir. Évidemment, nous, dans les ressources qu'on propose qui sont clés en main, il y a bien souvent ce volet-là d'information à propos on parle d'intelligence artificielle, mais ça pourrait être comment fonctionnent les données, par exemple, de géolocalisation. Donc, il y en a plein des sujets comme ça qui nécessitent d'avoir comme une connaissance un peu plus, j'ai envie de dire, technique là, de ces sujets-là. Et la troisième chose de laquelle on peut être conscient comme humain, ce sont de nos biais cognitifs, ces petites twists de l'esprit ou ces petites distorsions cognitives qui font en sorte que lorsqu'on est devant un contenu, ça se pourrait que la façon dont mon cerveau va gérer ce contenu-là ou cette information-là, m'amène soit à adhérer trop rapidement peut-être à une information ou la mettre de côté. Je pense entre autres, puis à l'ère du numérique, à l'ère des médias sociaux, il y en a qui sont encore plus agissants. Je pense entre autres au biais de confirmation, qui est cette tendance de l'humain à adhérer à une information qui vient confirmer ce que je pensais déjà dans mon fort intérieur, ou encore à l'autre biais cognitif qui s'appelle l'effet de répétition, qui est celui de notre tendance, encore une fois, à comme adhérer à une information que je vois passer à de multiples reprises. Puis si vous connaissez un petit peu les phénomènes de chambre d'écho et de bulles de filtre, ça, c'est comme vraiment un terreau extrêmement fertile pour que ces biais cognitifs-là soient très, très, très agissants. Et puis donc, évidemment, quand on pense à l'éducation aux médias, la désinformation, c'est sûr que ça, c'est vraiment digne d'intérêt. Et donc,
d'avoir ça toujours en tête, ben ça peut déjà nous placer dans une posture de vigilance quand on consulte de l'information, finalement. La bonne nouvelle dans tout ça, on aime quand même ça en parler, c'est qu'on suit de près quand même là, tout ce qui est le processus de réécriture du cours d'éthique et culture religieuse qui deviendra culture et citoyenneté québécoise. C'est intéressant, je pense, de mentionner que ces éléments-là, que ce soit à travers les émotions, l'exploration des émotions, puis aussi entendre parler des biais cognitifs, ben tout ça va être formalisé au cours de l'implantation dans un programme d'études. Donc, c'est assez intéressant puis réjouissant finalement de savoir que nos élèves seront mis à partir du primaire en contact avec ce genre de contenu-là. Donc, c'est le fun de savoir qu'on va pouvoir s'appuyer là-dessus finalement pour aller plus loin. Et attention, pas qu'il ne l'était pas. Là. Non. On sait qu'au primaire, il y a beaucoup de programmes de gestion des émotions qui sont, sont mis de l'avant, mais ça relevait, dans le fond, du choix de l'enseignant, tandis que là, vraiment, tout l'aspect émotif, ça devient un élément de la compétence au primaire, puis les biais cognitifs sont des contenus au secondaire. Donc, ça va être formalisé, comme l'a dit Marjorie. Donc, une fois que j'ai pris mon pouls, finalement, que j'ai vu mon niveau de connaissance, que j'ai essayé de l'approfondir, bien, je vais passer à la réflexion. Je vais être plus prêt à réfléchir finalement sur les différents points de vue. Géolocalisation, active, active pas, active avec les parents ou pas, ou avec les amis, ou certains amis ou pas du tout. Donc, les points de vue sont variés. Et ce qui est intéressant avec les élèves, quand on va là, c'est d'essayer d'éviter les choix dichotomiques pour, contre, public-privé, etc. Donc, quand on explore des points de vue, bien, ça nous permet de faire toute une gamme l'analyse de toute une gamme de positions finalement par rapport à un enjeu. Est-ce que je publie des photos que j'ai prises dans des parties? Ben oui, mais seulement si, peut-être pas, mais dans le fond, nous, on le publie dans un groupe privé. Puis là, les jeunes, ils le savent, sont créatifs, mais ça, c'est une façon de développer cette espèce de... Il n'y a pas juste deux choix puis deux solutions. Il y en a plusieurs. Et derrière des points de vue, ben il y a... souvent des repères, ils sont appuyés, c'est sur des valeurs, c'est sur etc. Moi, dans ma gang, on fait ça de même parce que, bon, donc, explorer tes points de vue, voir les options qui sont envisageables pour le jeune, pour la personne, pour nous-mêmes, et finalement, ben voir les impacts de ces options-là. OK, si je fais ça, c'est comme un joueur d'échecs, dans le fond. Si je fais ça, qu'est-ce qui peut arriver? Si je la publie, la photo, là, qu'est-ce qui peut arriver? Ou si je la publie pas, ou est-ce que bon, etc. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup, ça relève de la culture interne des groupes, mais voilà ce qu'on propose de faire avec ce temps d'arrêt là, sur l'onglet réfléchir. Puis finalement, ben agir, je veux dire, on peut bien penser tout le temps puis rien faire. Là, c'est le temps, faut prendre, faut faire des choix. On ne veut pas élever des penseurs assis, take a kayak, comme on dit. Donc, qu'est-ce que je choisis de faire? Mais ce qui est intéressant par-dessus tout rendu là, c'est quels sont les impacts de ces choix-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Puis est-ce que je suis totalement confortable avec ce qui est arrivé ou j'ai besoin de m'ajuster? Parce qu'aujourd'hui, on sait, les plateformes nous donnent une panoplie d'options de retrait d'étiquettes, de retrait de publication, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été prises en capture d'écran et tout, mais faut quand même se centrer sur quoi on a du pouvoir. À chacune de ces étapes-là, ben étape, j'ai ça le mot étape, je m'excuse, ça contredit ce que tu as dit. Mais il y a des moments où je peux avoir besoin de plus d'informations. Il y a des moments à travers les impacts où je dois me dire, wow, attends, ça vient donc bien me chercher cette histoire-là. Donc, c'est de là le processus itératif. Là, on peut revenir, on peut partir. Ah, je ne savais pas que c'était le même. Oh non, tu ne le savais pas. OK, ben on apprend quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça l'espèce de salade de fruits, là, finalement, de routine et de réflexe. Oui. Puis avant d'aller plus loin aussi, c'est un modèle, hein, puis on aime, en tout cas, c'est sûr que des fois avec des réactions visuelles, on peut plus le jauger, mais c'est sûr qu'un modèle, le danger de présenter ça, c'est que ça ait l'air un peu abstrait, puis qu'on sache pas exactement comment ça peut atterrir concrètement dans les classes. Faut quand même savoir que ces trois axes-là, puis tous les points, dans le fond, qu'on vous a présentés, ben il y a
à la tonne de nos ressources, que ce soit à travers des activités d'apprentissage, que ce soit à travers des guides de pilotage, d'animation qui sont clés en main pour les enseignants. Tout ça, ça peut vivre de façon très concrète dans les classes. On l'a vu, on l'a expérimenté. Ça peut être des petites bouchées. C'est pas toujours, on n'est pas obligé toujours de travailler l'ensemble de tout ce modèle-là avec nos élèves. Des fois, on peut s'exercer à, par exemple, comparer des points de vue uniquement. C'est ça qu'on va faire. C'est là-dessus qu'on se concentre. Donc, tout ça peut être travaillé de façon un peu indépendante. Et surtout, l'idée, c'est vraiment de venir s'exercer à tout ça pour que ce soit pas, un projet de fin de semaine, là, de faire de la réflexion puis de, de développer tout ça, mais que ce soit quelque chose qui se fasse un peu de manière instinctive puis qu'on soit confortable dans ces zones-là que ce soit de réflexion ou d'information ou d'action également. Là. Puis attention, c'est pas une nouvelle matière, c'est pas quelque chose de plus, pas encore. On propose pas que le brosser les dents. Là. Les activités qu'on vous propose, elles sont liées au contenu disciplinaire. Donc, si on parle de temps d'écran, les élèves vont être amenés à quantifier, à voir les proportions dans une tarte, dans un graphique circulaire, dans le fond. Ça, c'était un exemple. Mais donc, dans les activités d'apprentissage, il y a des liens disciplinaires pour pouvoir développer. Puis, dans le fond, j'y crois, là, je pense que l'ouverture est là pour travailler différentes compétences disciplinaires et d'en ajouter. Là. Fait que je voulais juste vous dire que c'était pas désincarné. Ce n'est pas désincarné. Donc, la tenue à l'école, quelles actions privilégiées? Dans la compétence professionnelle, on dit que l'éducation au numérique, conçue non seulement comme une technologie, mais aussi comme une forme de littératie et de pratique sociale, représente désormais une responsabilité importante de l'école et du personnel enseignant. Donc, on ne dit pas, là, ce qui est écrit clairement, c'est que c'est pas tant un choix. C'est notre travail désormais de développer cette forme de littératie-là. On le voit actuellement de par les études qui sont faites sur ce qui est nommé souvent la fracture numérique ou les écarts finalement sur ces degrés de littératie. C'est très, très relatif au milieu familial. Est-ce que on va être mis en contact avec des outils numériques? Est-ce qu'on est accompagné à travers ce contact-là ou on est plus laissé à nous-mêmes? Est-ce que donc il y a vraiment une répercussion des inégalités socio-économiques qui se revoient dans le développement naturel de cette littératie au numérique. Donc, comme dans le référentiel de compétences qu'on vient mettre de l'avant, c'est que dorénavant, il faut s'en préoccuper comme pédagogue pour essayer de remplir cette grande mission de l'école là, qui est de pallier à ces inégalités-là. Puis, de nommer cette responsabilité-là face au développement de la citoyenneté à l'ère numérique puis au fait qu'on doit s'y intéresser. Faut pas cacher que ça vient quand même soulever des questions puis voire même peut-être des enjeux au niveau des différentes aux différentes dimensions de notre compétence professionnelle de pédagogue, comme par exemple sur le plan du développement professionnel. Est-ce que ça signifie que je dois tout savoir sur toutes les plateformes qu'utilisent mes élèves? Est-ce que c'est ça que ça signifie le développement professionnel? Donc, ça peut se traduire en veille pédago-numérique. Donc, jusqu'où je dois m'engager là-dedans, en fait? C'est quoi la limite? Puis, qu'est-ce qu'on attend de moi? Et puis, qu'est-ce que je dois déployer finalement comme dispositif de développement professionnel pour m'assurer d'être comme un petit peu tout le temps à jour, alors qu'on sait qu'être à jour sur les sujets liés au numérique, surtout si ça nous intéresse pas nécessairement naturellement beaucoup, ça peut être vraiment difficile de suivre le train, suivre la parade. Donc, d'une part. Ensuite, est-ce que mobiliser le numérique, quand ça s'inscrit à la compétence 12, ça implique que je dois devenir un adepte des technologies? Tu sais, je veux dire, l'idée ici, c'est pas de transformer tout le monde en technophile puis en adepte, justement, du numérique et tout ça. Donc, où est-ce que je trace ma ligne personnelle comme professionnelle, même si on s'attend de ma part que je mobilise le numérique, mais comme jusqu'où, finalement, tout en étant en adéquation avec
avec mes valeurs et avec mes intérêts de toute façon. Aussi, donc, est-ce qu'être présent sur les mêmes espaces numériques que mes élèves, par exemple, je ne sais pas, moi, je peux penser à TikTok ou à Instagram, est-ce que ça soulève des enjeux sur le plan éthique? Donc, aussi, il y aurait lieu, on se demande, tu sais, dans le temps, on se demandait comment on réagit quand on rencontre un élève, par exemple, dans un lieu quelconque et tout ça, un lieu public. Ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose, là. Et surtout, on l'aime, cette question-là. En quoi le numérique vient-il redéfinir notre rôle de médiateur, médiatrice d'éléments de culture? Donc, quand on pense à tout ce pouvoir agissant des algorithmes de personnalisation dans notre consommation de contenu, de musique, d'émissions, etc. Donc, en quoi est-ce que, dans ce que je vais choisir de présenter à mes élèves comme élément de culture dans ma classe, dans le cadre de ma discipline, donc en quoi le numérique, ça vient comme changer ça en termes d'accès, en termes de choix, en termes de comment je l'aborde et tout ça. Donc, ça peut être intéressant de comme faire la lecture de ce référentiel-là, finalement, avec cette loupe du numérique. Donc, comment développer la citoyenneté à l'ère du numérique à l'école? Voici quelques leviers qu'on vous propose. Ce sont ces trois-là. On commence par accepter de ne pas détenir toutes les réponses. Ça parle de posture, ça parle d'éduquer au lieu d'interdire, donc d'avoir une posture éducative. Ces outils-là, ils sont présents autour de nous. Comme milieu d'éducation, justement, n'a-t-on pas ce mandat d'essayer de les explorer avec nos élèves et de modéliser finalement à travers nos pratiques une utilisation qui serait souhaitable et souhaitée. Donc, on peut-tu prendre le temps de montrer à nos élèves comment on fait une recherche sur Google? On peut-tu prendre le temps à nos élèves de montrer comment on réagit quand on voit un commentaire haineux sur les réseaux sociaux? La chercheure Tina Montreuil, elle nous en parle. Elle a fait des recherches à l'Université McGill sur le développement de l'empathie. Puis elle a dit que ses résultats de recherche, en fait, mentionnent que quand un enseignant est capable de modéliser ce qui se passe dans sa tête au niveau de la gestion des aptitudes socio-affectives, ça permet aux élèves d'avoir, puis très jeune, là, troisième, quatrième année, ça permet aux élèves d'avoir une idée de comment on passe en mode solution quand on est dans un bug émotif par rapport à une situation. Puis on sait que les technologies nous en donnent des bugs émotifs, là, tu sais, quand ça marche pas, la machine, là. Mais donc, elle nous dit, sans se décompenser devant les élèves, de montrer, de donner accès à ce qui se passe dans notre tête. Bon, là, ça va donc bien mal. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bien, ce qu'elle a démontré, c'est que ça a un effet réel sur la capacité des élèves de croire qu'ils ont un pouvoir sur les situations et donc de développer cette empathie-là. Je propose peut-être étant donné que les participants sont quand même réservés en termes d'intervention, si on veut garder le 10 minutes réglementaire pour la fin, peut-être qu'on pourrait... On va plus vite. Ben, pas tant plus vite, mais peut-être que les vidéos, on pourrait... OK. Passer. Qu'est-ce que tu en penses? Ben d'accord. Il y a des beaux vidéos, vous les regarderez. C'est des enseignants qui témoignent. Des jeunes. Elle, c'est une prof de maternelle, fait que vous les regardez. C'est plate, hein? Ouais, ben, en fait, on me soufflait à l'oreillette que ça serait une bonne idée. Donc, le deuxième de ces leviers qu'on vous propose, c'est celui de développer, donc accueillir une culture du numérique dans notre classe. Et puis ça, ben, c'est comme si ça se déploie en deux volets. En fait, on aurait très bien pu vous remettre la pizza du cadre de référence de la compétence numérique, là, le cercle, le référentiel, puisque c'est à peu près ça que ça contient, c'est-à-dire d'une part développer les habiletés numériques, donc utiliser les technologies comme outils donc au service évidemment des compétences disciplinaires, mais également accepter d'aborder les enjeux du numérique à travers, par exemple, des activités d'apprentissage, à travers des amorces de certaines séquences d'apprentissage comme élément de dialogue, par exemple, avec nos élèves. Donc, c'est vraiment en deux volets là, de venir développer les habiletés, mais aussi aborder les enjeux, donc apprendre à réfléchir sur le numérique. Puis comme tu le disais, tu le mentionnais un petit peu, Annie, tout à l'heure, donc tout ça, ça ne signifie pas de tasser tout pour mettre l'emphase là-dessus. Au contraire, ce qu'on désire et ce qu'on souhaite, c'est que développer une culture du numérique, bien, que ça se fasse en vase communiquant avec nos compétences disciplinaires. Donc, l'un serve l'autre, là, finalement, que ça s'intègre de manière organique, finalement.
Je vais répondre à la question dans le clavardage, Joanne, ça sera pas long. Je fais différentes activités avec mes élèves. Oui, donc, troisième levier, inviter les élèves à la table. Tantôt, on se disait que les élèves, c'était déjà des citoyens, peut-être petits, mais qui deviendra grands. Donc, de les impliquer à la table de décision, de les mettre dans le coup. On fait le pari que ça leur permettra de développer cette pensée comme quoi ils ont un pouvoir sur différentes situations. Puis là c'est un pari lointain, là, mais que comme adultes, finalement, ils auront plus le réflexe de s'impliquer dans une délibération qui serait publique et donc dans les sphères où ils ont un pouvoir d'action, s'ils ont été habilités à le faire plus jeunes. C'est la même chose pour offrir des choix. Donc, offrir des choix, c'est développer la capacité d'agir par rapport à des situations et puis c'est de les inviter à élaborer des critères pour faire ces choix-là. Donc, ça, c'est du développement de la pensée critique pure et dure. Donc, voilà. Yes. Oui, donc rapidement, on vous l'a mentionné, hein, des fois on fait référence un peu de manière informelle à des activités qui ont été développées, tout ça. Ben, l'ensemble de ces activités d'apprentissage, de guides d'animation, de ressources clés en main, ben, elles sont toutes disponibles à un seul et même endroit qui se veut un peu notre carrefour ou notre lieu commun finalement des ressources pour développer la citoyenneté à l'ère du numérique. Et puis, ben, vous avez une adresse à retenir. Vous la voyez en haut de l'écran, ça s'appelle sitenum.ca. Annie vous le place dans le clavardage aussi. Puis vraiment, vous pouvez comme sélectionner, magasiner, en d'autres termes, vos ressources selon votre cycle, votre niveau d'enseignement, par thématique également, par public cible. Donc, vraiment, vous pouvez aller de l'avant avec tout ça. Ce sont en général des activités et des ressources clés en main qui ont bien souvent été expérimentées, donc validées par nos pairs et par des enseignants ou enseignantes sur le terrain. Donc, on est bien heureux que ce soit un petit écosystème là, pour retrouver rapidement des ressources. Ça peut être intéressant dans un milieu de s'asseoir en équipe école pour dire merci Mélanie, ode à toi, tu fais partie des gens qui ont validé certaines des activités. Donc, ça peut être intéressant de s'asseoir en équipe école. Des fois, quand on a ça au centre de nos préoccupations, pour faire un genre de continuum, pour se dire hey, en troisième année, nous autres, on ferait ça. En quatrième année, nous, on ferait ça. Ça évite les répétitions. On s'assure de toucher plusieurs enjeux avec les jeunes. Fait que bref, c'est une suggestion, mais dans le sens, il y a des milieux qui nous ont dit hey, nous, on a fait ça, ça fonctionne super bien. Fait que voilà. Donc, on vous laisserait avec... On a-tu petit temps pour Normand? Si Marie-Lise veut dire non de la tête... Oui. Hein. Sentez-vous libre, mais peut-être pour les vidéos que vous avez passées, si vous voulez mettre le lien déjà dans le clavardage pour que les gens puissent les visionner un peu plus tard, on pourrait en effet boucler avec cette vidéo et un petit mot de conclusion pour ouvrir peut-être un peu plus largement aux interventions. Vraiment, merci. Fait que Normand Landry est chercheur à la TELUC. Il est directeur de la chaire de recherche en éducation, médias et droits humains. On lui a parlé il y a déjà même quelques années, mais cette intervention-là est toujours aussi inspirante pour nous. Fait que je ne sais pas si on la met pour vous, mais en tout cas, clairement, on va la réécouter nous autres. Ça nous fait toujours du bien. Fait que on vous partage ça. Est-ce que vous me direz si vous entendez? Depuis les fondements de l'éducation aux médias, il y a un certain nombre de paniques morales qui sont récurrentes sur les usages des jeunes des nouvelles technologies. On a eu pendant près de 30 ans des discours sur le fait que les écrans rendaient les jeunes apathiques, non politiques, désengagés. C'est lié à la sédentarité, en fait, puis à des problèmes de socialisation, notamment à des violences, à des enjeux associés à la violence, mais aussi à des comportements antisociaux. On a eu ensuite des paniques morales sur l'hypersexualisation des jeunes filles, sur la cyberintimidation, sur le lien causal entre la consommation de jeux vidéo et des actes violents qui peuvent être commis dans les espaces physiques. On s'intéresse très, très peu dans ces discours-là sur ce que les jeunes font de beau, de créatif, de novateur avec ces technologies-là. Et c'est une dimension pourtant fondamentale de leur vie et que nous pouvons en fait contribuer à bonifier, à grandir, pour peu qu'on leur donne les outils tôt dans leur vie pour en faire des outils non pas de réception passive, mais des outils de création, de partage et de communication. Et ils sont d'ores et déjà designés, ces outils-là, pour nous permettre de le faire.
Donc, on a devant nous des opportunités qui sont absolument fabuleuses pour permettre plus que jamais dans l'histoire à nos jeunes de faire du beau, faire du contenu, créer, être innovateur, pouvoir collaborer également. Donc, le numérique est vraiment un outil qui nous permet d'ouvrir des potentialités pour le pire et pour le meilleur. On s'est concentré très longtemps sur le pire et on a oublié un peu de regarder ce qu'on peut faire pour nourrir le meilleur. Donc, pour moi, on a une occasion à saisir au Québec très, très, très claire de nourrir des aspects positifs et créatifs de ce que les jeunes font avec la technologie. On espère que ça vous parle. Peut-être que ça vient susciter des questions, des interventions, des réactions. Donc, je ne sais pas si Marie-Lise, tu voulais reprendre la parole, mais sinon, micro ouvert, là, vous pouvez lever la main ou soumettre vos questions dans le clavardage si vous êtes plus timide, puis on prend la balle au bon. Ben, j'aimerais peut-être vous remercier pour cette présentation qui est très riche, très inspirante. En effet, il y a tellement de questions ouvertes. Puis ça a vraiment des effets leviers, à mon sens, de parler ouvertement du numérique, puis de la manière de l'intégrer positivement. Donc, en effet, moi, personnellement, je n'avais pas de questions, mais vraiment un mot d'encouragement. Puis je crois qu'on n'en parle pas suffisamment assez. Peut-être même aux apprenants adultes. Donc là, on parle beaucoup du secteur jeune, mais même les apprenants adultes, nous, on est un peu embarqués dans le train plus tardivement, c'est-à-dire qu'on l'a pas connu à un très jeune âge. Donc, il y a d'autres défis, mais ça pose les mêmes questions, à mon sens. Donc, j'ouvrirais vraiment la place là, pour les participants. Tu le disais en défi présent, quand on parle avec des intervenants au niveau de la FGA, donc formation générale des adultes, la formation professionnelle aussi, qui de par leur contenu, des fois, savent pas trop comment, mais il y a vraiment des enjeux à développer là, sur plusieurs sphères finalement. Puis cette compétence numérique-là, elle s'adresse autant à nos élèves qu'à nous comme pédagogues, mais aussi aux étudiants qui sont aux études supérieures. Fait que c'est comme On demande d'ailleurs s'il y a du matériel CITNUM pour FGA ou FP. Veux-tu parler du cours qui a été élaboré? Ben, Madame Dubois, si vous voulez nous écrire, nos adresses sont à la diapo 1. Dans le fond, je pourrais vous partager. On a, à la demande d'une équipe FGA des régions 0312, on a écrit un cours, un PER, un cours à option. Écrivez-le dans le clavardage si vous savez de quoi je parle. Donc, un cours à option à 1 crédit, c'est un 25 heures et ça aborde ça aborde plusieurs enjeux du numérique et donc, ça permet d'introduire à la FGA là, certains de ces contenus-là tout en accordant des crédits aux jeunes pour l'avoir fait, là, des crédits de 5e secondaire. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez nous écrire, je pourrais vous partager le lien de ce cours-là. Oui. Hey, merci Catherine, c'est ça, PER 5111. Donc, ça a été développé par des CP Récit, des CP de la FGA directement. Puis le but, c'est vraiment de rendre ça accessible au Québec, là. Donc, on va vous envoyer les liens. Merci beaucoup, Élise. Pour l'AFP, par contre, là, je suis un peu caduque. Dans le fond, j'ai comme... Pour l'AFP, pas tant encore. Mais la porte est ouverte. Les enjeux qu'on voit en FP, en fait, c'est beaucoup la diversité des programmes, dans le sens où je me rappelle d'avoir donné une formation qui ressemblait à celle-ci dans un groupe d'enseignants à l'AFP. Puis on avait les profs qui étaient en conseil de voyage, puis les profs qui étaient en plomberie. Puis les besoins étaient tellement diversifiés. Je veux dire, le monsieur qui était en mécanique automobile disait hey, « Moi, s'ils n'ont pas leur téléphone, ça ne marche pas, il faut qu'ils puissent commander des pièces tout le temps. » Pendant ce temps-là, le prof en charpenterie-menuiserie disait « Ben moi, mes gars, ils ont rien qu'un bras. » Et il y avait clairement besoin de 2 bras. Fait que dans le fond, la disparité des contextes fait en sorte que faire des ressources qui seraient
unilatéral pour être difficile. Là. Et d'où, si je peux me permettre, là, quand on disait tout à l'heure que des règles bonnes, c'est quoi en anglais? Fits all? One fits One all? size fits all. Ouais, exactement. Ouais. Merci. Tu sais, comme une règle générale, universelle qui fonctionnerait tout le temps, ben c'est comme si ça, rapidement, ça limite, puis on dirait que ce que tu dis, ça met bien ça en lumière. Finalement, selon les contextes, peut-être que différents critères, peut-être que différents cadres peuvent s'appliquer, tu sais. Mais je me permets peut-être de rebondir dans le sens où est-ce que, à votre sens, il y a quand même certains de vos grands principes qui peuvent être transversales à l'ensemble de ces grands thèmes-là? Par exemple, le fait de prendre une pause, de se questionner. Certes, les questionnements vont être probablement différents dans le rapport au numérique si on est en plomberie versus en soudure. Mais ce type de grands principes-là peuvent s'appliquer quand même. Hein. Ben non seulement ça, mais il y a des réflexions qui, à mon sens, devraient être mises de l'avant. Comme par exemple, il y a une enseignante, si c'est pas en conseil de voyage, c'était en coiffure, qui disait ben moi, c'est important que mes filles, ça devait être en coiffure, en tout cas, sachent comment utiliser des plateformes de rendez-vous. Maintenant, on est rendu là. Mais là, parce que celles qui donnent leur numéro de téléphone pour prendre des rendez-vous par texto, ben là, ça pose des limites avec la vie privée. On texte quand notre coiffeuse pour prendre un rendez-vous. Fait qu'elle mettait de l'avant comme des enjeux vraiment nichés par rapport par rapport à un contexte. Fait que c'était vraiment, vraiment pertinent et intéressant de le faire. Puis elle disait, moi, je prends le temps, puis les étudiants, les étudiantes, ils étaient vraiment intéressés par cette comme discussion-là. Là. C'était pour eux vraiment très pratico-pratique et au cœur de ce qui s'en venait pour eux. Là. Et Annie, si tu termines ton partage, à moins que tu veuilles présenter autre chose, on pourrait avoir une belle galerie des participants avec la caméra ouverte ou fermée pour ceux qui... C'est des révolutionnaires. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, réactions? Réflexion. Réaction. Ben, en tout cas, merci d'avoir été là. On espère que vous avez eu un bon CETREC. Je pense qu'il reste quand même des étapes à la journée. Donc, bon ressourcement. C'est vraiment des beaux endroits de comme. Fait que bravo. Et puis aussi, peut-être, on vous parlait de ressources qui existent, mais si ça a fait germer quelque chose qui, vous croyez, serait pertinent à développer, donc dont on ne vous a pas parlé ou qui est inexistant, mais vous pensez que ça pourrait être utile dans votre milieu, nous, notre travail, c'est d'accompagner des milieux pour développer justement des ressources qui vont dans ce sens-là. Fait que si jamais vous avez une idée ou un besoin en particulier, n'hésitez vraiment pas à faire appel à nous parce qu'on est quand même à la recherche de nouveaux projets. Notre agenda est quand même bien plein, mais on aime toujours ça, avoir des nouvelles fenêtres finalement d'action, puis des beaux besoins qui sont nommés par le milieu. Là. Des belles collaborations qui se créent. Oui, vraiment, vraiment. Fait n'hésitez pas, là, on est toujours prêt à bonifier notre offre aussi grâce à vous. Excellent. Ben, merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup, Marjorie. Vos interventions ont vraiment été très intéressantes. Je tiens à remercier également les participants. Et comme Annie le mentionnait, il y a encore une activité pour clore cette journée de symposium organisée par le CETREC. Je vous invite à terminer cette journée avec nous pour la conférence de fermeture, en espérant que cette journée a été aussi riche et à l'image de cette présentation. Donc, dynamique, riche, intéressant. Donc, merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.